moi, je trouve le livre de Denis Rioux sur la généalogie du monochrome, etc., quand même très intéressant. Il faut lui reconnaître qu'il a quand même, ça a été le premier vraiment à replacer dans la chronologie du monochrome les expériences des arts incohérents d'Alphonse Allais. Le vocabulaire non mais impossible pour moi. Pour moi, ce n'est pas solide histoire d'art. Oui, mais alors est-ce que c'est pas cette problématique-là, moi je crois qu'elle est fondamentale, est-ce qu'elle n'est pas née de l'absence des œuvres au moment où Denis Rioux écrit ce livre et au moment où d'autres historiens des arts incohérents, toi aussi d'ailleurs, écrivent leurs livres. C'est-à-dire que la plupart des experts et des spécialistes qui ont écrit à l'époque des ouvrages sur les arts incohérents se sont exprimés en l'absence d'œuvres. Donc on est forcément un peu à côté. Enfin, en absence d'œuvres, pas complètement, puisqu'il y avait déjà les catalogues. Alors, les catalogues donnent une idée, mais une idée parfois vague ou fausse. Ou fausse, totalement fausse. On ne peut pas se conformer complètement au catalogue pour se faire une idée précise des œuvres, et cette découverte le prouve. Sauf, je trouve, comme j'ai fait la grande collection de toutes les choses éphémères des incohérentes, et pour moi, j'ai compris les incohérentes. Ce n'était pas nécessaire pour moi de regarder le monochrome exactement, c'est beaucoup plus intéressant maintenant, mais j'ai compris l'importance de cette œuvre. Et même si c'est seulement pour l'humour, et ce n'est pas seulement pour l'humour, je suis d'accord avec toi, parce que si c'est seulement pour ça, je pense dans l'exposition 82, il y a l'étiquette avec le nom. Oui. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de... il n'y a pas de titre. Pas de titre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour l'humour. C'est esthétique aussi. Oui. Mais même si ce n'est pas esthétique, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que il existait. Oui. C'était comme ça. Oui. Et si Malevich ou les autres artistes avant-gardistes du début du siècle peuvent comprendre qu'il existe, même si ce n'est pas sérieux, pour eux, il devient sérieux. Oui, je comprends. C'est utile pour faire les choses. Oui. Mais si on peut trouver que c'est plus sérieux qu'on a pensé avant, ça c'est même plus important. Oui. Mais j'ai pensé tout le temps que les incohérentes étaient sérieux avec humour. C'est quelque chose de sérieux pour être contre le système, c'est ça. Et la chose, être contre le système, c'est être avec l'humour, parce que le système est sérieux. Oui. Comme ça. Oui. Très académique. Oui. Politique, toutes les choses comme ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que cette découverte, pour toi, quand même, amène, par la matérialité des œuvres, de nouvelles perspectives de réflexion sur les arts incohérents? Oh oui, certainement. C'est un niveau plus important de savoir les œuvres qui sont les vraies œuvres, parce que avec l'image imprimée dans le catalogue deux dimensions, on a une idée, mais c'est comme regarder une photo de la sculpture. Oui. Et comme on voit la vraie sculpture, on peut toucher, on peut... c'est complètement différent. Ça transforme donc le regard. Oui. Non, il confirme aussi. Et ça confirme en même temps. Voilà. Oui. Mais alors, ça confirme, j'ai envie de te dire, te concernant. Parce que, effectivement, tu as un discours avant l'émergence des œuvres qui aborde les arts incohérents comme une avant-garde avant l'avant-garde du début du XXe siècle. Mais pour la plupart des autres historiens qui considéraient que ce mouvement n'était pas une avant-garde, que c'était comme ça des œuvres qui étaient fabriquées pour blaguer, etc. Eh bien, l'émergence des œuvres dans tout, l'émergence des œuvres dans tout ce qu'elles ont de sophistiqué, dans leur nouvelle matérialité observable, eh bien, elles ne sont pas conformes à leur idée. Donc, si tu veux, on rencontre de la part de cette frange d'historiens des résistances très très fortes en disant non, la fiction dans laquelle nous étions des arts incohérents n'est pas conforme à ce que nous voyons, donc nous ne pouvons pas l'accepter comme tel. Tu vois, il y a quand même une approche différente. Oui, mais on ne peut pas décider qu'une avant-garde est une avant-garde ou qu'elle ne l'est pas.
c'est une avant-garde point à la ligne. Parce qu'elle s'inscrit chronologiquement à un moment donné. Comme ça, moi je trouve, enfin, c'est mon point de vue personnel. Voilà, après qu'il y a eu une parenté avec le dadaïsme et le reste, d'accord, mais moi c'était effectivement une avant-garde au moment où ça se passait. Et à l'époque, est-ce que c'était perçu comme ça? Est-ce que c'était voulu comme ça? Peut-être pas. Le mot avant-garde n'est pas vraiment le mot utilisé pour des choses comme ça. Non. Mais nous pouvons utiliser le mot. Oui. Alors c'est un mot qui doit être réservé aux historiens. Oui, mais c'est comme la Belle Époque. Elle n'existe pas. Oui, elle n'est pas que la Belle Époque. Non, c'est une autre personne après 1900 qui a utilisé le mot Belle Époque, mais elle n'existe pas pendant la période. Oui, et qui donne une idée très réduite des nuances, justement, d'une époque. Post-impressionnisme. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis un post-impressionniste. Gauguin m'a dit ça? Non, jamais il a dit ça. Oui, bien sûr. Et alors, quelle est l'œuvre dans cet ensemble qui t'a le plus marqué, justement? Quelle œuvre? Je pense évidemment c'est le monochrome qui. Le reste, la sculpture en bois aussi. Oui. Près Gauguin. Tout à fait. Daniel Grojnowski, qui a travaillé sur ces questions, lui, il a théorisé ça en disant c'est une avant-garde sans avancée. Alors, c'est vrai que je sais pas justement ce que ça veut dire. C'est un très joli, ça pourrait faire un très joli titre. C'est un effonnement. Et si on pense les Fluxus, les années 60 sont importantes, le Fluxus, c'est le bébé des incohérents, sans connaissance des incohérents. Et Dada, Dada, je pense c'est comme ça. Et il y a une ligne, il y a les incohérents, il y a Jacques Villon, Marcel Duchamp, les frères, il y a la compréhension de l'histoire. Après 10 ans, on ne peut pas dire, les incohérents existaient, je l'ai passé sous ça. Non, c'est impossible. Tout le monde a su ça, je pense, jusqu'à la fin de disons, à la fin de l'entre-deux-guerres. Puis Marcel Duchamp, quand il arrive chez son frère je crois que c'est 1904, il dit lui-même qu'il atterrit dans un milieu d'illustrateurs. Et il dit, et pas des peintres. C'est très différent. Donc son milieu, c'est Villette, donc ce sont des incohérents. Il est en lien direct avec une incarnation des incohérents. Et comme on a dit dans le catalogue, les cabarets Quatsart continuaient les choses des incohérentes avec le Chadmar qui était fermé, mais les Quatsart existaient pour un autre 12 ans. Et certainement, Picasso était là, tout le monde était le cabaret Quatsart, regarder des choses éphémères, comme ça. Donc il y a une mémoire encore très vivante. Oui. Vous faites un prolongement très intéressant, je trouve, entre le Chat Noir, le cabaret des Quatsart et le théâtre de l'œuvre avec Ubu. Où effectivement, on voit tout de suite une parenté. Oui, on n'a pas perdu les choses. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour eux, l'idée des œuvres était suffisante pour s'inscrire quelque part dans cette filiation. À moins que, donc de manière conceptuelle, disons, à moins qu'ils aient eu aussi, moi je ne l'écarte pas, je veux dire c'est une hypothèse, qu'ils aient eu aussi une certaine mémoire de la matérialité des œuvres. Entre peintres, on se raconte des choses quand même. On peut faire une comparaison. Comment? On peut faire une comparaison. On ne sait pas le sculpteur grec seulement avec le sculpteur romain. Et si soudainement on trouve une cache de la sculpture grecque, on a compris le sculpture grec, mais pour la première fois, on peut regarder la vraie sculpture. Nous avons la sculpture incohérente, enfin. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a eu, c'est un mythe, pour moi, selon lequel les œuvres ont toutes été détruites après les expositions et ça. Tout ça ne repose sur aucune preuve documentée. C'est une fabrication d'historiens, et à mon avis, qui est à l'œuvre aussi pour minimiser l'importance des incohérents. Pour dire, tu vois, il y a une espèce d'équation comme ça un peu assassine, de dire comme ces artistes ne considéraient pas avoir fait œuvre, les œuvres ont été détruites, donc ce mouvement n'avait absolument pas vocation à être pérennisé. Donc ça arrange tout le monde pour fabriquer une nouvelle avant-garde. Dire toutes les œuvres sont perdues, mais ce n'est pas vrai, certainement. Mais en même temps, ils sont perdus, mais dans le grenier tout le temps, comme ça. Elles sont non localisées. Peut-être il y a d'autres caches ailleurs, on ne sait pas. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que le Jules Lévy, qui est donc à l'origine
la personne centrale qui a vraiment manœuvré tout ça, les incohérents, il est mort en 1935. Donc très tardivement. Donc il est mort tardivement, il était dans le milieu d'édition, donc il était très investi dans différents mouvements et compagnie. Il pouvait très bien passer la bonne parole, si on peut dire, vers d'autres. Donc ça ne s'est pas perdu comme ça, dissous dans les airs, avec toutes les personnes qui ont disparu. D'autres personnes étaient survivantes aussi. Bien sûr. Oui. Mais je crois que malgré tout, et on l'a vu dans la recherche quand même postérieure aux années 50, il y a quand même un encéphalogramme plat incohérent quand même, plus ou moins, jusque dans les années 90, où quelques historiens dont tu fais partie ont tenté de ressusciter un peu la mémoire des incohérents, avec cette exposition à Orsay en 92, sans œuvre ou quasiment pas d'œuvre, avec des reconstitutions donc très approximatives. Mais moi je pense qu'il y a quand même eu un effacement quand même après la Seconde Guerre mondiale au moins de l'importance des arts incohérents. Ils sont absents de toutes les grandes encyclopédies d'histoire de l'art du 19e siècle, les incohérents. C'est une blague pour le voilà. Ce n'était qu'une blague sans importance. Comme j'ai parlé avant mon exposition, mon catalogue là-bas, avec mes collègues français, ils disent, oh, Dennis, ce n'est pas très sérieux. C'est de l'humour rabelais. C'est vraiment pas très important. On trouve ça en France tout le temps. Je dis non, je pense que c'est plus intéressant parce que je regarde les choses de hors du système. Bien sûr. Et pour moi, j'ai connu l'histoire, l'art conceptuel du XXe siècle. Et j'ai dit non, il y a des choses qui font une connexion. Et alors, est-ce qu'il y avait une réception un peu plus fine aux États-Unis de ce mouvement par rapport à la France? Ah oui. Un intérêt plus marqué. Il y a un article dans Art in America, quand j'avais l'exposition plusieurs années, je pense que c'est 1999, à New York. À New York. C'était l'esprit de Montmartre avec les incohérents. Mais il y a un grand article dans Art in America sur le monochrome et l'importance de la monochrome et les incohérentes. Oui, c'était accepté très sérieusement. Dans l'ouvrage que j'ai dirigé, dans lequel tu as écrit, on montre qu'il y a eu des articles dans le New York Times à l'époque déjà, en 1884. Donc il y a quand même eu déjà à l'époque un rayonnement international des arts incohérents. C'est pas très étonnant puisque Paris c'est comme la capitale du monde artistique. Mais quand même, je veux dire, c'est quelque chose qui a existé bien au-delà j'allais dire du périphérique parisien, bien au-delà de la zone parisienne. Et aujourd'hui encore, moi je pense que c'est une découverte qui est un moment de l'esprit parisien, très importante, mais je pense que c'est une découverte à déflagration internationale. Parce que quand on parle de monochrome, quand on parle de ready-made, ce sont quand même des marqueurs de la modernité internationaux. Oui, on peut aller, j'étais à Pompidou hier, dans la collection permanente, il y a beaucoup de monochrome. Bien sûr. Beaucoup d'art conceptuel. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, on dit ça c'est avant-garde aujourd'hui. Oui. Mais c'est 130 ans avant. Oui, ça fait quelques décennies avant. En 1896, bien sûr, le Château Noir a envoyé une tour à Saint-Pétersbourg. Oui, ça on en a parlé avec Rodolphe. Alors, Rodolphe a une autre théorie, je crois, là-dessus. Est-ce que vous avez trouvé des traces vraiment réelles, à part peut-être une affiche ou autre, du tour à Saint-Pétersbourg? Parce que j'ai quelques doutes, mais je n'en sais rien. Je connais seulement le fiche imprimé avec le mot russe, mais je ne connais pas notre relation, sauf la chose intéressante de Sonia Delaunay un peu plus tard. Avec le tour de Saint-Pétersbourg, le Château Noir était très bien connu. La société artiste avant-garde, est-ce qu'on peut utiliser le mot, qui a voyagé, je suis sûr, à Paris, peut-être. Oui. Il y a une relation. Bien sûr, bien sûr, et qui ont ramené des choses en Russie à l'époque. Bien sûr. Et d'ailleurs, les étudiants, je crois que c'est 1910, ils font une sorte les étudiants des Beaux-Arts à Moscou font une sorte de redite de l'exposition des arts incohérents.
Ah oui, c'est vrai. Absolument. Ah, Absolument. intéressant. Donc c'est pas du tout, grotesque de penser que les artistes russes dont Malevich aient eu connaissance Oui, non, des non. explorations Je suis plastiques, des Ah, incohérents. je suis sûr. Ça paraît en tout cas tout à fait envisageable. Oui, oui. Mais tu sais, c'est toujours cette volonté très marquée de l'histoire de l'art de vouloir segmenter Oui, les choses, hein, alors qu'elles sont au contraire extrêmement poreuses. Voilà. Mais comment réconcilier le sérieux du quadrangle de Malevich et la blague de Bilot? ce n'est pas. Mais qui n'est pas qu'une blague, justement, Oui. c'est ça le lien. Et ce n'est pas, Mais- ce n'est pas important pour moi, parce qu'on peut tout le temps emprunter les choses d'un autre artiste, et ce n'est pas la même chose pour une autre raison. Bien sûr. Et Malevich, regardez, ah, ça c'est extraordinaire, et peut-être comme on a trouvé, d'abord avec humour, je peux mettre le titre. Mais peut-être c'est plus important d'oublier le titre, de juste avoir l'image comme Oui. ça. Bien sûr. Pour moi, ce n'est pas important de dire c'était humour et ce n'est pas humour. Puisqu'aujourd'hui, de mon point de vue, on voit bien que par ses attributs matériels, ce monochrome n'est pas qu'une blague, puisque mon hypothèse, tu sais, c'est qu'il y a un lien avec le miroir noir, Oui, etc. oui, ça c'est intéressant. Vraiment. Je pense que cette idée-là a pu traverser les frontières et que Malevich a pu percevoir dans l'idée de ce monochrome de Paul Bilot autre chose qu'une blague, justement. Oui. Voilà. Mais certainement, tu n'as pas vu le monochrome. Absolument. C'est Il l'a pas vu en Alphonse vrai. Allais, c'est Ouais. Alphonse Allais, Oui, puisqu'il a disparu, en tout cas, Oui. on perd sa trace le soir même de Oui, oui. l'exposition. Oui, oui. Il disparaît. Oui. Alors, est-ce qu'il faut croire Alphonse Allais qui dit dans l'album Primo Avrilesque qu'il est parti à coups de dollars aux États-Unis? Je crois pas. Non. Mais en tout cas, il a disparu. Oui. Il a disparu le soir même de l'exposition. Ça, c'est le blog Chatenoresque. Voilà, tout à fait. Oui, mais on en parlait tout à l'heure avec Rodolphe, on a toujours tendance à ne jamais prendre au premier degré ce que dit Alphonse Allais. Mais il y a toujours une part de vérité hein, chez Allais aussi qui existe. Donc, oui, il n'est pas toujours au second degré, Alphonse Allais. Pas toujours, mais il y a eu Pas toujours. l'art et la manière de promener les lecteurs par le bout du nez et d'en faire ce qu'il voulait. En commençant une histoire d'une façon et la terminant d'une autre. Ouais. Une Il façon brouille les pistes en permanence. totale. Ben oui, c'était son travail, sa façon de faire, Ouais. sa façon de voir les choses. Ouais. En tout cas, il nous donne une indication intéressante sur la matérialité du monochrome de Paul Bilot dans sa préface de l'album Primo Avrilesque, puisqu'il dit qu'il a eu cette espèce de révélation d'être un peintre monochroïdal en voyant le tableau, le célèbre tableau, oui. dit-il, à la manière noire, Oui, oui. intitulé Combané dans un tunnel pendant la nuit. Donc il dit lui-même que c'est un tableau. Oui, c'est bien. Ce que c'est d'ailleurs. Tu sais, parce qu'il y a eu cette polémique de dire oui, mais alors dans la littérature ancienne, on dit que c'était une feuille noire, une tache noire dans un cadre, un morceau de papier noir, bon, etc. Mais en fait, tout ça, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Non, c'est la seule chose, c'est Fénéon Avec la réalité technique. Oui, le monochrome blanc de Alphonse Allais, c'est Ouais. papier Bristol. Oui. Ça, c'est la seule chose qui dit exactement Oui. le matériel. Oui, sinon à chaque fois il y a 10 interprétations Oui, pour oui, un oui, même oui. tableau. Oui, Mais oui. ça c'est quoi? C'est pas d'ailleurs comment dire une particularité des arts incohérents. Ça, les approximations journalistiques à l'époque, il y en a tout le temps. Hein. Mais moi je pense qu'il y a eu aussi un problème de conditions de visibilité. Ça faisait quand même 10 mètres carrés, c'est ce qu'on dit en tout cas, c'était Oui. minuscule, il y avait 159 numéros je crois de mémoire, plus peut-être des hors catalogue. Ça veut dire que les œuvres, elles étaient probablement exposées de manière très très dense. Donc le monochrome, c'est avec beaucoup de monde. Je crois qu'on parle de 2000 personnes en 4 heures de mémoire. Donc ça fait quand même beaucoup de monde avec la queue dans les escaliers, etc. Donc je pense qu'il y a eu aussi des conditions de visibilité de cette œuvre extrêmement difficiles qui ont fait que les gens n'ont pas forcément pu apprécier de manière très précise les matériaux, son support, etc. Oui, C'était finalement un peu secondaire pour beaucoup de gens. Oui, oui, je pense. Et surtout pour les journalistes. Oui. La réalité, c'est que c'est un tableau. Voilà. D'ailleurs, une tache noire dans un cadre, c'est un mot très générique. Ça peut être toutes sortes de choses, une tache noire dans un cadre. Ça peut être sur un papier, sur un panneau, sur une toile, etc.
Donc ça ne me paraît pas être une problématique, en tout cas, voilà. Comme certains ont tenté de l'avancer. C'était éphémère, c'était l'idée de Lévi, il a accepté tout. Ouais. Bon, puisqu'on parle du noir, parlons du chat noir. Oui. Vous êtes des grands spécialistes. D'après vous, est-ce que on peut dire que les salons incohérents, les bals incohérents, sont inspirés directement de ce qu'on pouvait trouver au chat noir, au cabaret et dans le journal? Alors ça, c'est une bonne question, merci. Je ne sais pas, mais certainement il y a une liaison entre les trois. L'esprit de chat noir, c'est comme ça. On peut faire comme on veut. Et on peut faire les choses dingues. Et ça, c'est grâce à Rudolf Solis. Mais le fait que combien de pourcentage sont les personnes qui travaillent avec le chat noir, les écrivains, les artistes chat-noiresques, c'est la même mentalité. Oui, c'est ça. Et pour beaucoup les mêmes personnes. Oui. Parfois. Certainement. Oui. Et le problème des incohérents, c'est que ce sont tous quasiment des pseudonymes. Oui. Donc on ne sait pas qui se dissimule derrière les pseudonymes. Donc il y a probablement des gens, si on levait le voile comme ça, on verrait que ce sont des gens, pour certains, qui étaient même au chat noir, et peut-être même, probablement même au salon officiel. Oui. Peut-être même des artistes académiques. Oui. Le Herant, une grande partie des artistes sont des académiques aussi. Bien sûr. Il faut prendre avec beaucoup de réserve ce qu'a dit Jules Lévy en disant, ce qui est probablement une très belle formule de communicant, qu'il a voulu faire une exposition de gens qui ne savaient pas dessiner. Voilà. C'est à prendre avec beaucoup de réserve. Mais Jules Lévy était un grand blagueur. C'était un grand organisateur aussi. Parce on lui doit tous les salons. Les balles aussi, et donc c'était vraiment la personne centrale des incohérents. On a eu tendance un peu à l'oublier. Un vrai travail à faire sur Jules Lévy. Elle était écrivain, un éditeur, un organisateur, toutes les choses. Bien sûr, c'est une figure qui a énormément compté pendant longtemps. Donc forcément, il y a probablement un matériau existant, non localisé encore, pour fonder un vrai travail scientifique sur lui. Alors, ce qui est quand même extraordinaire avec les incohérents, c'est la manière dont ils ont structuré ce mouvement. Je crois que c'est ça le grand génie de ces expositions. C'est d'avoir fait de vrais catalogues, de vrais événements, de vrais vernissages, de vraies expositions, de vraies campagnes de communication, etc. Moi, je pense que Jules Lévy est vraiment central là-dedans. Mais probablement, mais il n'a pas pu faire ça seul. Il l'a pas fait seul, et forcément, c'est obligé. Mais je pense qu'il a quand même, il a su diriger, borner le travail. C'était le chef d'orchestre. Oui. J'ai décidé d'entreprendre un catalogue raisonné des œuvres retrouvées et inédites. Voilà. Donc j'ai annoncé officiellement la préparation de ce catalogue, et j'ai déjà reçu un certain nombre d'œuvres. Ah oui, très bien. Certaines qui me paraissent un peu à côté, mais quelques-unes qui sont de bons candidats. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont effectivement commencer à émerger grâce à cette découverte et grâce à la mise en lumière des incohérents. Mais la complexité, tu sais bien, c'est de regrouper avec certitude une œuvre au catalogue, parce qu'il n'y a jamais des... je pense que cette œuvre a été dans le catalogue. Non, mais c'est possible, hein, grâce aux gravures notamment, on peut quand même arriver à... Mais sinon, tu sais bien qu'on n'a qu'un titre et un pseudonyme la plupart du temps. Pas de dimension, pas de description du support, pas d'explication vraiment précise du sujet, enfin, donc c'est très compliqué. Mais si on arrive à réunir ne serait-ce que 20 ou 30 œuvres nouvelles, ce serait déjà extraordinaire. Absolument. Sur 1000, ça fait pas beaucoup, mais ce sera toujours ça d'intéressant. J'ai lu effectivement le texte de Luce Abélès dans lequel elle tente, disons, de démontrer l'absence de Lautrec. Moi, je trouve qu'il n'existe pas non plus de preuve absolue qu'il n'a pas participé. Mais il n'y a pas de preuve que... Dans un sens comme dans l'autre. Toulouse-Lautrec n'est pas une personne qui était membre de choses. Elle ne veut pas être avec le groupe officiellement. Je comprends. Et je pense... Et c'est vrai que c'est un des traits, je trouve, un des marqueurs... très important des incohérents, dans leur modernité aussi, c'est qu'il y a un esprit de groupe avant un esprit d'individualité. Faire œuvre de groupe. Et ça, c'est quelque chose de très moderne pour l'époque. Oh, avec l'impressionnisme. Oui, mais eux étaient des individus très marqués,
tu vois, très individualisé, Oui. très identifiable. Oui, oui, oui. Là, il y a une stratégie quand même de se dissimuler massivement derrière des pseudonymes. Ça vient un peu des hydropathes aussi, puisque Oui. les incohérences, c'est une production du groupe des hydropathes. Et donc, on peut penser que là, il y a effectivement un rassemblement d'artistes qui s'est transporté des hydropathes aux incohérents, Jules Lévy faisant partie des deux. Ouais. Donc, oui, une espèce de solidarité artistique. Mais Oui, pour revenir à Lautrec, je pense qu'on rattache Lautrec parce que c'est un homme qui était capable d'une grande fantaisie à côté de son art magistral. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien, je pense, recoller Lautrec parmi les membres des Incohérents. Oui. Parce que voilà, Alors, il y a un peu de ça. Il y a aussi, je pense, une petite recherche de respectabiliser les incohérents par des grands noms. Oui, oui. C'est un peu ça. Oui. Mais qui ont probablement existé chez les C'est incohérents. très important. Le catalogue que tu as fait, c'est beaucoup de renseignements plus que j'ai trouvé dans ma recherche il y a longtemps. C'est vraiment important. Mais on a ajouté beaucoup de choses qui donnent le sens de grande importance des incohérents maintenant. J'ai initié avec Catherine Chopin, les autres personnes, mais je pense que ce catalogue, c'est la chose qui donne vraiment le preuve de l'importance des incohérents. Oui, en tout cas, je trouve que c'est une découverte qui permet de lever un petit coin du voile sur un mouvement qui avait été, comment dire, plongé dans une sorte d'invisibilité, de purgatoire. Voilà, donc ça, je crois que ça va permettre à d'autres historiens de travailler dans une voie peut-être un tout petit peu plus éclairée. Peut-être. Mais bon, voilà, bravo à vous tous d'avoir travaillé sur les incohérents. On en parlait tout à l'heure avant de démarrer cette conversation. Ce qui explique, si tu veux, que pour les choses qui sont absolument déconsidérées, on n'ait aucune traçabilité en termes de provenance. C'est-à-dire que les choses se perdent. Quand une œuvre perd son identité, elle perd sa traçabilité. C'est mathématique. Donc il y a aussi cette espèce d'obsession de absolument vouloir retracer l'histoire des œuvres, qu'elles soient importantes ou pas d'ailleurs, pour rationaliser quelque chose, je crois, alors que ça n'a aucune réalité. Voilà. Non, l'histoire d'art n'est pas le marché. Exactement. Donc à cette époque-là, quand tu réunis énormément de documents, notamment sur les incohérents, etc., personne ne s'y intéresse. Non. Voilà. Donc tu achètes ça à vil prix, enfin à des prix tout à fait. J'ai acheté à Virgile une femme bombac avec un verre de bière sur la tête, nu, et avec le poids là-bas, et vrai poids. J'ai acheté ça. C'était dans le bombac original d'origine. J'ai acheté ça. Le prochain jour, j'étais à marché aux puces, le porte de vente. J'ai acheté un tas de le menu de Bombac, presque tous les années. Ah oui. Quelle coïncidence. Un jour ça. C'est la connexion on trouve, la connexion, c'est par hasard, mais parce que j'ai une vision de ça. J'ai acheté un nombre considérable de tableaux comme ça. D'ailleurs, si on se balade à Drouot aujourd'hui, les 3/4 des tableaux, on ne sait pas d'où ils viennent. Oui. Je veux dire, la vie naturelle des tableaux, c'est presque de ne pas avoir d'histoire. Ça peut paraître fou de penser ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, chercher à tout prix à vouloir retrouver une provenance retraçable pour les œuvres incohérentes, ça n'a pas de sens. C'est un contresens historique. Pas important. Et ça n'est pas important. Et ça n'est pas important. Absolument.